Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bonjour, aujourd'hui Sylvie et Sybille pour vous présenter des livres. Sylvie, je vous laisse la parole. Alors, mon premier livre de Djely Amadou Amal, Le harem du roi, un roman des éditions Emmanuel Colas. C'est une auteure camerounaise. Elle avait écrit déjà Les Impatientes, qui avait reçu le prix Goncourt des lycéens en 2020. Ce livre est son troisième. Boussoura est professeur de français. Séni est médecin. Ils forment un couple heureux, vivant à Yaoundé, donc la capitale du Cameroun, avec de grands enfants qui font des études, une famille épanouie. Or, Séni est fils de roi et son oncle Lamido vient de mourir. Tous les cousins rêvent de le remplacer, mais des membres de la communauté viennent à Yaoundé pour demander à Séni de se porter candidat. Je cite page 27, car il faut une personne instruite et désintéressée. Boussoura est complètement contre cette candidature. Alors, le Lamida, c'est une chefferie traditionnelle Peul du nord du Cameroun. Le Lamido est le chef politique et spirituel d'un petit territoire musulman au nord Cameroun. Boussoura est inquiète, car on donne plusieurs femmes au Lamido et elle est contre la polygamie. Lui va la rassurer, page 31. Les femmes du palais auxquelles tu fais allusion ne seront pas mes épouses. Ce sont juste des esclaves, des concubines royales, des sous-l'abbés. Finalement, elle va accompagner son mari dans sa ville natale. Elle est malheureuse, lui a plein de projets, une fois élu. Et il est élu haut la main. Le Lamido n'a pas seulement le pouvoir traditionnel, il est aussi investi d'une mission sacrée. Il est garant de la religion. Et nous allons découvrir le fonctionnement de ce nouveau mode de vie. Séni ne désire pas de concubine, mais les notables et d'autres lui en offrent leurs filles. Il ne peut refuser, ça ferait des incidents. Séni, donc, a son appartement, et Boussoura, sa femme légitime, a le sien, mais bien éloigné de son époux. Changement de vie pour l'épouse. Elle veut faire des courses. Ah, il faut l'autorisation de son mari pour sortir, pour prendre la voiture. Et la vie du harem, c'est bien compliqué. Nous allons la découvrir avec toutes ses personnalités et les désirs de chacun et de chacune. Je vous laisse découvrir ce très beau livre, très intéressant, une belle histoire bouleversante, comme vous imaginez. Donc, je vais vous présenter un nouveau livre qui s'appelle Débâcle d'Yann Manouk. Donc là, nous quitterons le Cameroun et nous allons aller en Sibérie. Débâcle a été publié par les éditions Paulsen, La Grande Ourse. Passionnant, comme d'habitude. Le premier chapitre nous fait vivre les moments horribles de la déportation d'une famille russe. On frappe à la porte. 3 hommes de la sécurité de l'État rentrent. Ils cassent tout. Ils fouillent. Ils embarquent père, mère, 2 enfants séparément. Frayeur, isolement, question. Pourquoi ? Ils sont condamnés à 10 ans de déportation en camp de travail. Ils ne savent pas pourquoi. Ils vont partir à Oymyakon, en Sibérie orientale. Donc, j'ai été voir un petit peu où c'était. C'est à plus de 5000 km de Moscou. Alors, la durée de la journée, 3 heures en décembre, 21 heures en juin, avec un climat extrêmement sympathique. Il fait froid continuellement car le sol n'est jamais dégelé. En général, moins 40 de moyenne, jusqu'à moins 67 l'hiver, je cite page 21, et plus 35 l'été. Donc, l'hiver, c'est effrayant, et l'été, c'est plein de moustiques. Très sympa, la villégiature. Et ça doit fondre un petit peu quand même à 35. Ah, ça fond un tout petit peu, mais le sous-sol reste gelé en permanence. C'est une caractéristique de la région. C'est un nom spécial que j'ai un petit peu oublié. Et là, nous allons être en 1991, donc 10 ans après la condamnation, un peu plus même. Boris Eltsine vient de dissoudre l'Union soviétique et le Parti communiste. Alors ça, c'est le chaos, car tout s'arrête. Il n'y a plus de salaire, plus de pension, puisqu'il n'y a plus d'État, et pas d'approvisionnement. Nous allons à Belitsky Point, un endroit isolé de la Sibérie. Piotr, une vingtaine d'années, est chargé par le KGB de retrouver un homme et la consigne est de l'abattre. L'homme est un ermite qui vit depuis des années dans la taïga et qui a fait ses 10 ans de camp de travail.
Dès le début des livres, nous sommes propulsés dans cet univers froid, venteux et rude de la nature, avec rencontre animale, cerfs, ours, moustiques, rencontre humaine, désert glacé, mais tout le monde se connaît, ainsi de vieux croyants, donc je cite page 247, la réforme de Nikon, le Raskol, a interdit les rites byzantins dans la liturgie russe, donc errance, bastonnade pour les vieux croyants. Rencontre ici avec des éléments, la glace, les rizières, la flore. Piotr est guidé dans ses recherches par Loubia, qui connaît parfaitement ce monde si déroutant, froid, animaux, dangers. Et quelques personnages vont s'associer à leur quête. Vassili, Yuliana et Sacha. Alors c'est un livre haletant, passionnant, extrêmement original, un très bon livre pour tous. Merci Sylvie. Nous allons voyager avec moi aussi, mais c'est très différent. C'est bien, c'est la richesse de la lecture. Tout à fait. On ne présente plus Gaël Josse, auteur entre autres de L'ombre de nos nuits, Le dernier gardien d'Ellis Island, Ce matin-là ou La nuit des pères. Gaël Josse aime dépeindre des femmes qui se portent en l'aile une blessure. Son dernier livre, De nos blessures, un royaume, sorti en janvier 2025 aux éditions Buch et Chastel, ne fait pas exception. Gaël Josse reconnaît être fasciné par la danse, qui est une résistance contre la pesanteur. Son héroïne sera donc une danseuse, Agnès. Vous verrez que le corps est très présent dans ce livre. Ce corps qui nous porte, nous supporte, mais peut aussi faiblir et nous lâcher. Le roman s'ouvre sur le tout dernier spectacle d'Agnès, spectacle qu'elle monte avec des personnes valides et d'autres qui le sont moins, voire très peu, qu'elle appelle les estropiés. La danse comme thérapie pour libérer les corps. À peine le spectacle fini, et elle est déjà partie. Elle tourne le dos à sa vie. Elle part seule pour un long voyage, pour un but mystérieux. On comprend vite qu'elle a perdu l'homme de sa vie, son compagnon Guillaume, 1 an auparavant. Elle n'arrive pas à faire son deuil. Elle est écrasée par son absence et a besoin de se libérer pour continuer à vivre. Je vous ai dit qu'elle voyageait seule, mais pas tout à fait. Dans son sac à dos, elle emporte le livre fétiche de Guillaume. L'unique livre, écrit par Julien Lancel en 1956, intitulé « Quelques Éden, lettre à ma fille ». Ce livre, elle lui a lu jusqu'à la fin à l'hôpital, lorsqu'il n'a plus été capable de le faire. Ce livre, c'est la raison de son voyage. Il est devenu trop lourd pour elle, elle veut s'en séparer, mais pas n'importe où. Elle veut le déposer à Zagreb, en Croatie, dans le musée des relations rompues, musée qui garde une trace de ce qui a été et qui n'est plus. Mais ce voyage, elle ne veut pas le faire d'une traite, d'un coup d'avion. Elle veut prendre son temps, en train, en bus ou en car, avec des détours et des étapes, dormir dans des petits hôtels, visiter de nouveau en Italie les villes où elle est allée avec Guillaume, Nice, Gênes, Milan, Vérone, revoir les choses qui les ont marquées, qu'ils ont aimées, et retrouver les traces de cet enchantement passé. L'auteur nous fait une description saisissante d'une coupe de fruits parfaite du Caravage dans la Pinacothèque Ambrosiana de Milan. Je vous le dis, page 52-53. Je découvre ce qui m'avait jusqu'alors échappé, un autre trou d'insectes, beaucoup plus petit. Il n'a pas encore abîmé le fruit, mais il est là, juste à côté, sur cette figue ouverte, éclatée, qu'il faudrait saisir avant qu'elle ne se gâte. Et ces quelques grains de raisin au-dessus, presque flétris, ils vont contaminer l'ensemble de la grappe. Les feuillages qui entourent les figues sont en partie secs, racornis. La pleine maturité porte déjà son déclin, inscrit en elle depuis l'éclosion, comme dans tout organisme vivant. L'apogée, le zénith, annonce la chute. La peinture que je regarde fascinée, avec la sidérante perfection du canage de la corbeille, annonce une fin. La splendeur s'accompagne ici d'éphémère. La disparition est à venir. Le peintre a saisi ce moment où le cours des choses bascule, s'inverse. Il l'a figé pour l'éternité. Je me demande si on sent ainsi les choses pour soi, la pleine possession de la vie et la courbe déclinante. L'auteur va intercaler les chapitres à la première personne concernant le périple d'Agnès et des chapitres du livre de Julien Lancel. Il s'agit des lettres d'un père à sa fille lourdement handicapée qui n'est heureuse qu'au contact de la nature et des fleurs. Ce père atypique pour son époque laissait son épouse gérer les affaires tandis qu'il se consacrait tout entier à Emma, leur fille unique. Il va dépenser toute son énergie et tout son temps à emmener sa fille de jardin en jardin pour la rendre heureuse et la voir sourire. Agnès, elle, va convoquer ses souvenirs au gré de ses voyages et tenter de s'imaginer un futur. Le musée en question existe réellement. Par contre, ne cherchez pas le livre de Julien Lancel, il est totalement issu de l'imagination de l'auteur. Comme toujours, Gaël Josse nous offre un texte ciselé, délicat, émouvant et poétique. La danse, la peinture, la nature, symbole de l'éternelle renaissance, sont omniprésents. Malgré la tristesse sous-jacente, ce court livre de 160 pages, dont les thèmes principaux sont le deuil et la vie, est très lumineux. Je passe à un tout autre sujet.
avec La colline qui travaille de Philippe Manvy aux éditions Le Bruit du Monde, sorti en janvier 2025. Philippe Manvy a quitté la France pour Montréal où il est professeur de français. La colline qui travaille est son premier livre publié en France. À quoi correspond cette colline qui travaille ? Si c'est évident pour les personnes qui vivent ou connaissent la ville de Lyon, ça n'était pas du tout pour moi. À Lyon se trouvent 2 collines emblématiques. La colline qui travaille, c'est celle de la Croix-Rousse, avec ses ateliers de tissage et ses révoltes de canuts, son côté militant et ouvrier, plutôt engagé politiquement à gauche. Et la colline qui prie, c'est celle qui accueille la basilique de Fourrière, côté plutôt catholique et conservateur. Ce livre qui oscille entre roman et biographie nous plonge au cœur d'une histoire ouvrière, au cœur d'une ville sur plusieurs générations, très exactement, comme l'annonce l'arbre généalogique au début du livre, sous 3 républiques, de 1872 à 2025. Philippe Manvy a longtemps enfui ce livre en lui, se disant qu'il était saugrenu d'écrire sur sa famille, d'autant plus que ce sont des gens ordinaires, et que ce n'était pas un sujet digne d'intérêt. L'exil au Québec qui met de fait 6000 km entre lui et sa famille, et l'avancée en âge de sa maman, l'ont poussé à ne pas repousser ce projet, et c'est tant mieux, car ce livre est une très belle surprise. Les grands-parents de l'auteur sont issus de 2 milieux différents, côté paternel plutôt bourgeoisie rurale, et côté maternel ouvrier populaire. Cela donne lieu d'ailleurs à quelques passages très drôles où les 2 grands-mères obligées de se côtoyer de temps en temps ont tendance à s'ignorer royalement. Sans renier pour autant son origine paternelle, Philippe Manvy va raconter plus particulièrement ses grands-parents maternels, Alice et René, qui sont venus finir leur vie chez ses parents et dont il était de fait plus proche. Tous 2 sont nés avant la Première Guerre mondiale. Alice était tisseuse dans la soie et René typographe. C'est ce grand-père qui sera à l'origine de son amour de l'écriture. À l'aide de la mémoire orale et de recherche de documents, de photos, il évoque leurs origines, leurs parents, leurs premières rencontres, leur vie familiale, leur travail. Il a par exemple eu accès à des documents assez rares, tels que le journal de guerre de son arrière-grand-père, ainsi que des lettres qu'il avait fait passer clandestinement à sa femme à cette époque. Philippe Manvy raconte une France disparue et un quartier en pleine mutation, qui après l'arrêt des métiers à tisser, a été un temps laissé à l'abandon, avant d'être très recherché par une population plus aisée. À travers l'histoire d'Alice et René, c'est la grande histoire, avec dans le désordre les 2 guerres mondiales, le traumatisme des tranchées, la grippe espagnole de 19, les grossesses désirées ou non, l'engagement syndical, l'achat d'une voiture, le Front populaire, les 30 glorieuses, les premiers congés payés, la solidarité de quartier, la résistance, l'épuration, les traboules, les manifestations. Des personnes ordinaires certes, mais uniques, et qui sont la peinture d'une épopée, d'une époque et d'une société. On sent chez l'auteur le besoin d'imprimer pour toujours ses vies, de trouver refuge dans le passé familial. On ressent avec lui la mélancolie et l'angoisse que suscite, je le cite, le fait que ses propres parents aient atteint l'âge où nous devons cesser de les croire immortels. C'est le temps qui passe et qui nous rattrape. L'amour est très présent dans ce livre, que ce soit l'amour pour sa famille ou l'amour pour Lyon, sa ville d'origine qu'il décrit magnifiquement. Moi qui ne la connais pas, il me donne envie d'aller m'y perdre. C'est très bien écrit, profond, avec psychologie, mais souvent très drôle également. L'auteur utilise beaucoup l'autodérision. On se retrouve forcément, à un moment ou à un autre, dans ces descriptions des relations familiales. Gros coup de cœur. Eh bien, bonne lecture avec ces 4 livres que nous avons présentés. Nous vous avons présenté La colline qui travaille de Philippe Manvy, De nos blessures un royaume de Gaël Josse, Le harem du roi de Djeli Amadou Amal et Débâcle de Yann Manouk. Bonne lecture. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».